travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Côté technique, je suis assisté par Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 10 mars 2021. Les titres pour commencer. L'Afrique du Sud sollicitée pour appuyer le secteur minier du Burundi. Le Premier ministre a demandé soit un appui en fonds, soit en expertise. Les défenseurs des droits de l'homme continuent de plaider pour Krista Kaneza en détention accusée du meurtre de son mari. Elle est depuis 6 jours privée du droit à l'allaitement. Et enfin, dans ce magazine, nous vous parlerons du climat tendu entre les dirigeants du parti de Guagasole. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page sécurité. Découverte ce mardi d'un corps d'un homme au quartier Moulemera, situé au chef-lieu de la province Ngozi. Les sources sur place indiquent que la victime a été décapitée. Les auteurs de ce crime ne sont pas connus. Le point c'est avec Emmanuel Daishimi. La victime est connue sous le nom de Jean-Marie, dénommé Mwarabu ou chinois, agent de la société de gardiennage Top Sécurité dans la ville d'Ngozi et ancien membre des forces armées burundaises communément appelées ex-FAB. Les informations en provenance de la sous-colline Mufigi, quartier Muremera, au chef-lieu de la province Ngozi, indiquent qu'il a été décapité et que sa langue a été arrachée. Les mêmes informations indiquent que la victime a été tué à coups de machette. Selon certains administratifs au quartier Muremera, Jean-Mali a crié au secours mais personne ne l'a secouru. Les auteurs et les motifs de l'assassinat ne sont pas encore connus. La famille de la victime et les voisins réclament des enquêtes approfondies. Contactés par la RPA, certains administratifs du chef-lieu de la province Ngozi ont confirmé ces informations tout en précisant que les enquêtes sont en cours. Ce genre de criminalité fait aussi parler d'elle sur la colline Kibazi, commune Gambarangwe de la province Kirundo, où le corps d'un homme égorgé a été découvert également ce mardi. Selon des sources sur place, 3 personnes ont été déjà arrêtées pour raison d'enquête. Plus de détails avec Hervé Niyuhire. La victime s'appelait Joseph Kazowagirayo et était originaire de la sous-colline Gisagara, commune Kibazi. Nous sommes en commune Bwambarangwe de la province Kirundo. Selon nos sources, la victime a passé la journée de lundi à s'occuper de ses activités champêtres en compagnie d'un de ses fils prénommé Simeo. Les mêmes sources font savoir que le soir vers 19h, Joseph Kazowagirayo a été vu dans un bar dans certains Nepomucene Nalushengira et tenté de partager la bière avec ses fils. Ils ont ensuite quitté ce bar vers 23h, mais leur père n'est jamais arrivé à destination pour suivre les mêmes sources. Les informations recueillies sur place révèlent que le corps de la victime a été découvert vers 5h du matin de ce mardi, tout près de son domicile et décapité. Selon les voisins de la victime, son meurtre serait lié aux conflits familiaux vu que la victime ne s'entendait pas bien avec ses enfants qui lui reprochaient d'avoir quitté leur mère pour une concubine. Pour le moment, 3 personnes ont déjà été arrêtées et la police serait à la poursuite de 2 autres personnes soupçonnées de complicité dans cet assassinat, du moins selon les sources administratives. Merci Hervé Niui. Les droits de l'homme sont en transition. 6 jours que la veuve Krista Kaneza ait été privée de son droit à l'allaitement. Détenue à la prison centrale de Mimba après l'assassinat de son mari, Krista Kaneza ne reçoit plus son bébé de 5 mois pour qu'elle lui donne le sein. Une situation que les défenseurs des droits de l'homme et des prisonniers qualifient de traitement cruel et inhumain. Pour Pierre Claver Mbonima, président de la PRODH, non seulement les autorités burundaises devraient faire preuve d'un comportement humain, mais aussi toutes les femmes devaient se lever pour soutenir et assister cette jeune femme en détresse. Suivez plutôt le président de la PRODH. Franchement, nous avons suivi de près, comme les autres, le dossier de cette dame malheureuse, Krista Kaneza. Son mari a été assassiné et par après, on l'a emprisonné. Et voilà maintenant comme elle a un enfant qui devait être avec elle.
et nous apprenons qu'on a refusé d'arrêter cet enfant. Raison pour laquelle nous disons que ça, c'est un traitement inhumain, cruel et dégradant. Et nous demandons comment un gouvernement qui se dit comme parent peut franchement traiter cruellement une jeune dame pareillement. Franchement, nous disons que c'est très malheureux et voir le traitement qu'elle est en train de subir. Mais ce que vous ne voyez pas comme vous faites, ne faites pas aux autres. Demain ou après-demain, ça peut arriver à n'importe quelle dame, raison pour laquelle toutes les dames devaient se lever et dire non à ce traitement inhumain, cruel et dégradant. Écoutez, avoir le droit d'arrêter son enfant, c'est son droit, parce que je vous dirais que dans les prisons du pays, il y a d'autres dames qui sont en prison avec les enfants. Pourquoi pas avec l'enfant de Caneza seulement? Et je crois qu'on maltraite cette dame parce qu'on a manqué comment la tuer. Pierre Claver Mbonimpa en appelle à la première dame du Burundi d'apporter sa contribution pour rendre justice à la veuve Christa Kaneza et surtout pour couper court avec ce traitement inhumain auquel est soumise la jeune femme. Encore une fois, Pierre Claver Mbonimpa, président de la PRODH. Nous allons quand même la première dame du pays de défendre les droits des femmes parce que c'est la première dame. Mais ça, nous ne sommes pas étonnés parce qu'il y a d'autres dossiers similaires. Mais quant à Christa Kaneza, franchement, nous disons que c'est très malheureux. Et s'il y a un dossier qui a des éléments, il faut qu'on le publie, il faut que le tribunal siège et clôture ce dossier. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page diplomatie à présent, je vous l'avais dit au début du magazine, le Burundi vient de solliciter officiellement l'assistance de l'Afrique du Sud dans certains secteurs. Parmi les domaines les plus visés par cette coopération figure celui de la défense et sécurité ainsi que celui des minerais. C'était au cours d'une audience que le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni a accordé ce mercredi à Gomotso Djolobe, ambassadrice de l'Afrique du Sud au Burundi. Suivez à ce propos Moïse Nkurunziza, porte-parole du Premier ministre. Les deux autorités alors ont échangé sur les domaines de la coopération, surtout dans le domaine de la défense et de la sécurité, et dans le domaine du commerce et du transport. Là, je tiens à signaler que les deux autorités ont insisté sur le transport maritime et l'exploitation des minerais, mais aussi elles ont échangé sur le traçage de la route, autoroute qui relie les deux capitales politiques et capitales économiques de Gitega et de Bujumbura. Madame l'ambassadeur a félicité son Excellence le Premier ministre et toutes les institutions qui sont issues des élections. Et vous savez très bien que la République sud-africaine était l'un des observateurs qui ont suivi bel et bien le déroulement des élections de 2020. Madame l'ambassadeur a apprécié très positivement la tenue de ces élections et a félicité le Burundi et le peuple burundais en général. C'était Moïse Nkurunziza, porte-parole du Premier ministre. Enchaînons avec la page gouvernance. Le personnel de la CTMU, une des institutions fusionnées pour créer le bois, l'Office de l'urbanisme, de l'habitat et de construction, réclame de l'argent à leur employeur. Il parle des frais de déplacement qu'il ne leur a pas donnés et des cotisations de mutuelles retenues régulièrement alors qu'ils ne bénéficient plus des services de la mutuelle. Ce personnel demande d'être régularisé avant la passation des nouveaux tests de recrutement prévus par le bois le mois prochain d'avril. Josiane Mozanet. La CTMU régit des services techniques municipaux à 162 employés. Ils réclament tous les cotisations de la mutuelle retenues mensuellement sur leur salaire de base depuis 2015. Car depuis cette année, ils ne bénéficient plus des services de la mutuelle qui dit ne plus recevoir leurs cotisations.
Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ils retiennent chaque mois les cotisations censées être de la mutuelle. Or, nous n'avons même plus de carte de mutuelle. Nous sommes tombés malades, nos enfants aussi. Et chaque fois, nous payons nos factures à 100%. Sur le salaire de base de chacun des 162 employés, ils retiennent mensuellement 4% et ce depuis déjà 62 mois. Et en plus de ces cotisations de la mutuelle, la CTMU doit aussi à son personnel des frais de déplacement qu'elle ne leur a pas donnés pendant 6 ans. Ces frais de déplacement sont de la période de 2013 à 2019. C'est le BR qui a découvert qu'ils étaient mal calculés et ils l'ont corrigé avec le début de 2020. Nous voulons donc qu'ils nous régularisent. Durant ces 6 ans, chaque employé devrait avoir mensuellement 15% de son salaire de base comme frais de déplacement. Depuis mai 2019, la CTMU a été fusionnée avec 5 autres institutions pour créer l'OBUA, l'Office de l'urbanisme, de l'habitat et de construction. Le personnel de la CTMU dit avoir toujours soulevé ses doléances avant cette fusion et même après. Mais que ce soit leurs anciens directeurs, les actuels coordinateurs et les commissaires de l'OBUA, qui est leur employeur depuis 2019, personne ne les a rétablis dans leurs droits. Et aujourd'hui que l'OBUA prévoit de leur faire passer de nouveaux tests de recrutement, ils demandent qu'ils soient d'abord régularisés et que leur contrat avec le premier employeur soit résilié conformément à la loi. Et les employés burundais de la société Angélique International indiquent que les disparités salariales n'ont pas été bien réglées dans leur nouveau contrat. Ces employés demandent au gouvernement de continuer de suivre de près leurs préoccupations. Éloge Divin, Remesha. Les employés burundais de la société de construction Angélique International Limited révèlent que l'employeur n'a pas souhaité se conformer au code du travail burundais pour hausser leur salaire. Ces employés burundais ajoutent que leurs doléances n'ont pas été tenues en considération. Voici l'un de ces burundais. Les salaires que ce nouveau contrat nous offre ne sont pas conformes au code du travail. Nous leur avons montré la manière dont ils pourraient procéder pour hausser les salaires sur base du code du travail, mais ils ont préféré ajouter 20% seulement sur nos salaires. Se basant sur la rémunération d'un chauffeur de nationalité burundaise, ces employés burundais de la société Angélique International Limited parlent de leurs attentes déconsidérées par l'employeur. Si un employé touche 11 750 francs burundais de salaire par jour, on espérait qu'ils allaient multiplier ce salaire journalier par 20 jours de travail et le total devrait être additionné aux autres indemnités comme celles de logement, de déplacement, pour ainsi trouver le salaire net de l'employeur. Ces Burundais demandent au gouvernement de suivre de près les activités de cette société indienne, d'autant plus que les 80 millions de dollars américains que le gouvernement lui a donné pour la construction du barrage Kabu 16 avait été sollicité comme crédit. Un montant qui sera remboursé grâce aux impôts et taxes payées par le citoyen burundais, ajoutent ces mêmes employés burundais. Vous saurez que le gouvernement du Burundi a accordé récemment un temps additionnel à la société Angélique International Limited pour achever ses activités de construction du barrage Kabu 16 après que le délai initial ait expiré. Merci à toi aussi, Éloge Divin. Réméchal, des inquiétudes, c'est aussi du côté des travailleurs de la société sucrière de Mosso Sosumo. Des inquiétudes liées à la gestion des terres de la société. Certains cadres de la société font louer les terres non exploitées de cette société. Des fois même, la canne à sucre est associée à d'autres cultures, une pratique qui pourrait coûter cher à la société, estiment les travailleurs. Vicky Chris, Nineritz. La société sucrière de Mosso possède des propriétés qui ne sont pas exploitées et d'autres propriétés dont les cannes à sucre ont été emportées par la pluie. Toutes ces terres ont été louées au privé pour y cultiver et l'argent payé entre dans les poches de certains responsables de la société. L'un des employés raconte. Cette malversation est faite via l'allocation des terres de la société Sosumo au privé. La Sosumo a des terres qui n'ont pas été cultivées et d'autres dont les cultures ont été emportées par l'érosion car ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de pluie. Au lieu de les réaménager, certains responsables préfèrent les faire louer et ce sont eux qui empochent l'argent. Cet autre employé indique qu'actuellement les cultures de canne à sucre sont mélangées à d'autres cultures, ce qui ne devrait pas être le cas.
Dans certains champs de canne à sucre, tu peux trouver d'autres cultures comme le haricot et le maïs, alors que ça ne se fait pas. Jamais, les cultures de canne à sucre ne se mélangent avec d'autres cultures. Ce que nous avons vu, c'est vraiment une première. Tous ceux qui font ça le font moyennant l'argent qu'ils donnent aux responsables. Les responsables qui sont pointés du doigt par les employés dans ce dossier sont Jean-Claude Enouari, directeur chargé de l'agriculture à la Sosumo, et Samuel Nyongabo, chargé des terres de cette société. Ce dernier justifie souvent, selon toujours les employés de la société Sosumo, que les plantes de canne à sucre ne poussent pas dans les champs victimes d'érosion. La rédaction de la RPA a contacté Jean-Claude Enouari. Il a nié ces accusations et a demandé aux employés lésés de le saisir directement. Quant au Samuel Nyongabo, lui n'a pas décroché son téléphone. Le ministère de la Solidarité a débuté ce mercredi les activités de réinsertion de plus de 3000 ménages de la zone Gatumba déplacés suite à la rivière Rusizi qui a quitté son lit. La ministre de la Solidarité, qui a rehaussé de sa présence ces activités, a fait savoir que cette réinsertion se fera de deux manières différentes. Une partie bénéficiera des frais de location, tandis que l'autre se verra attribuer des parcelles. Suivez Imelda Saouchimike, ministre de la Solidarité. Nous avons prévu d'assister d'abord 1000 ménages des familles qui louaient des maisons. Ces familles bénéficieront d'une somme de 150 000 francs brut par ménage. Elles auront des objets ménagers et une ration alimentaire pour 3 mois. Mais ils obtiendront cette ration lorsqu'elles seront chez elles. Ceux qui peuvent retourner dans leurs parcelles qui ne sont pas inondées bénéficieront des maisons montées en tente, comme on l'a déjà fait pour ceux qui sont déjà retournés, et leurs maisons seront construites ou réparées. Mais ils doivent d'abord retourner dans leurs parcelles. Pour ceux qui avaient des parcelles mais qui ne peuvent pas y retourner suite aux inondations, le gouvernement a pris une décision de les délocaliser à Maramvia car leurs parcelles sont déjà disponibles. La construction des maisons à Gatumba comme à Maramvia débutera pendant la saison sèche au mois de juillet. L'Organisation internationale des migrations, OIM en sigle, et ses partenaires ont aidé dans ces activités. Et Suki Vijaya, représentante de l'OIM au Burundi, avait elle aussi fait le déplacement jusqu'à Gatumba. Politique à présent, le président du parti UPRONA, accusé par les Badasigana de perturber les activités de ce parti, notamment en convoquant des réunions alors qu'il n'en a pas les compétences. Le but de ces agissements serait de faire des lobbying avant le congrès extraordinaire prévu pour le mois de mai prochain, un congrès visant la mise en place de nouveaux organes dirigeants du dit parti. Emmanuel Niungeko. L'exemple récent d'une réunion convoquée par Abel Gachatsi, président du parti PRONA, et celle du comité central tenue à la fin du mois de février 2021. Certains membres de ce parti indiquent que cette réunion a été convoquée en violation des principes du parti. Le député Abel Gachatsi s'est arrogé le droit de convoquer une réunion du comité central en date du 27 février 2021. Il l'a fait en violation des statuts du parti UPRONA en vigueur. Ces derniers stipulent que la réunion du comité est convoquée par le bureau exécutif du parti. Mis à part les violations des statuts du parti, Abel Gachatsi aurait déjà entamé le lobbying pour sa succession. Il aurait refusé la tenue d'un congrès extraordinaire pour cette fin, bien que son mandat ait été expiré le 14 août 2019. Cela signifie que cette réunion s'est tenue en violation de la loi. De plus, il y a certaines provinces auxquelles Gachatsi place sa confiance pour l'élection de son successeur
acteurs au cours du congrès prévu pour le mois de mai prochain. En province Bururi, par exemple, il a déjà remplacé par ses fidèles certains membres du comité central et ceux qui ont intégré d'autres partis. En principe, un membre du comité central est remplacé au cours de la nouvelle tenue du congrès du comité central. Vous comprenez alors qu'il y a violation grave de statut. Les informations fournies par certains hauts cadres du parti Prona révèlent qu'Abel Gachatsi souhaiterait être succédé par son bras droit, qui est l'actuel secrétaire général du parti. Tout ça se fait dans le but d'empêcher aux Badasigana de choisir librement leurs dirigeants lors du prochain congrès. Nous sommes en possession des informations qui véhiculent que le favori à ce poste est Olivier Nkurunziza, le secrétaire général du parti. Il est natif de la province Muyinga, mais il n'a pas pu décrocher aucun siège d'un conseiller communal dans sa province. À propos de ces accusations, nous avons contacté Abel Gachatsi, président du parti Prona. Ce dernier nous a signifié que les teneurs de ces propos sont de simples déviants. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons de détournement des fonds au sein de ce parti. Et dernier dossier de ce magazine, suspension depuis plus de 2 semaines des audiences des détenus de la prison centrale de Mimba à l'origine des cas de Covid-19 enregistrés dans cette maison carcérale. Même si différentes mesures ont été prises pour lutter contre sa propagation, les détenus estiment ces mesures insuffisantes. Le point c'est avec Walter Kwizera. Depuis que 8 personnes, y compris les prisonniers, aient été testés positifs à la Covid-19 dans la prison centrale de Mimba, les détenus ne comparaissent plus devant les juges. Une décision prise dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie. Bien plus, les sources de la RPA dans cette maison carcérale révèlent que d'autres mesures ont accompagné celles-ci citées. Il s'agit notamment de la suspension des séances de prière, l'interdiction de visites en provenance de l'extérieur de la prison, mais aussi la suspension des permissions de sortie pour ceux qui avaient le droit de sortir et revenir de l'extérieur. Toutefois, ces mesures devaient être renforcées, signalent nos sources. Ici, il faudrait que tous les prisonniers soient testés à la Covid-19, car actuellement sont soumis au test uniquement ceux qui présentent des symptômes remarquables. À cet effet, les prisonniers demandent aux autorités habilitées d'ordonner et favoriser le dépistage à tous les détenus en général. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA au PCD Île-de-France Bivahagumye, le directeur de la prison centrale de Mimba s'est réservé de tout commentaire. Merci Walter Kwizera. Selon toujours nos sources à Mimba, les procès reprendront à partir de mardi prochain, 16 mars. Et voilà, c'est par ici que nous mettons au point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 10 mars 2021. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko pour leur parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.